Bon, finalement, Pierre, on a réponse à notre question. La personne nous dit « J'aime les deux bands, mais Linkin Park n'a jamais sonné comme Coldplay. » Ah, c'était une remarque neutre. Exact. C'est bon, ça. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien à matin, ça. Hey, on l'imprime-tu puis on la colle dans le studio? Non, mais moi, je vais me mettre le feu au réponse-là? poudre. Coldplay, c'est pas écoutable. Putain, toi. C'est plus écoutable. C'est plus... Bon. Ah! Nuance. Ça aura bien été pendant 15 secondes. J'ai fait mon effort. 3 premiers albums. Que Excellent. voulez-vous? Restons dans la musique. Oui. Lundi, on avait une discussion de groupe. Discussion qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux que vous avez peut-être vu parce que ça concerne une artiste très populaire chez les jeunes, mais là, la discussion semble s'étaler à l'ensemble de la population concernant le poids des autres. Comment on parle du poids des autres? Est-ce qu'on peut même parler du poids des autres? Souvent, ça concerne le surpoids, mais dans le cas qui nous intéresse, c'est la perte de poids. On part de la chanteuse Ariana Grande, que vous connaissez peut-être, qui a une quantité de hits vraiment incalculable. Et ce qu'elle a annoncé dans les derniers jours, c'est qu'elle mettait une pause à ses activités professionnelles à venir, puisqu'elle s'est dite, entre autres, un peu trop atteinte par les commentaires concernant sa maigreur et ses apparences physiques. Et en parlant de ça, ici, autour de la table, entre nous, parce que c'était une nouvelle, on a réalisé qu'on savait pas trop comment on parlait de ça. Est-ce qu'on peut le faire? Ou, par exemple, on se posait la question, si ça arrive à quelqu'un dans ton entourage, ton cousin que tu vois à Noël, à Pâques, puis une fois à Saint-Jean, puis il a vraiment perdu beaucoup de poids, ton réflexe, peut-être, ça va être d'y poser une question pour sa santé, parce que tu te préoccupes de lui, parce que tu l'aimes, parce que tu veux être sûr qu'il soit correct. Es-tu malade? Peux-tu faire de quoi pour t'aider? Mais en même temps, ça reste extrêmement délicat comme approche. Là, dans ce cas-ci, on parle d'une célébrité mondiale, mais des discussions comme ça auxquelles on fait face au quotidien, il y en a plusieurs. Et je lisais hier que les Ozempic, Wegovy et autres créent des cauchemars dans les RH parce que les collègues posent des questions. T'sais, je veux dire, clairement, tu as perdu du poids. Ça devient un sujet au bureau. Ça devient un sujet au bureau et les gens sont pas à l'aise nécessairement d'en parler de leur perte de poids, de l'effet sur leur peau et tout ça. Fait que ça crée... on parlait vraiment de cauchemar des ressources humaines. Parce qu'il faut dire à tout le monde d'arrêter de parler de... Fait que j'ai hâte de voir le point de vue de notre invité là-dessus. C'est ça, on en parlait bédaine à bédaine, mais on avait envie de se tourner vers quelqu'un qui avait, c'était pas voulu, qui a de l'expertise et qui pouvait nous aiguiller là-dessus avec nous en studio. Elisabeth Nolan, elle est intervenante et agente de communication à la maison L'Éclaircie qui œuvre auprès de personnes ayant des troubles alimentaires. Bonjour Elisabeth, bienvenue en studio, on est content de te recevoir. Qu'est-ce que ça résonne chez toi, cette controverse-là, cet enjeu-là, Ariana Grande, donc du fait qu'elle a visuellement, figure publique, on la voit depuis des années, elle a clairement perdu du poids, elle est plus chétive, ça soulève des discussions chez ses fans dans la population, mais elle, ça l'affecte au point de se retirer. Qu'est-ce que ça résonne chez toi, ce genre de discussion-là, de malaise entourant la perte de poids? Bien, on peut commencer par normaliser que si on voit ces images-là puis ça nous choque, c'est correct puis ça se peut. Nous, à la Maison L'Éclaircie, on va être plus du bord qu'on recommande de ne pas commenter l'apparence des autres au niveau du corps. Parce que le poids, c'est pas un indicateur très concret de santé. Ça peut être... En fait, c'est un des indicateurs, mais il y en a vraiment plusieurs. Fait qu'on peut pas se fier juste au poids pour savoir si une personne va bien ou pas. C'est sûr que là, elle, c'est très public, puis on le voit, puis on voit son changement dans le poids, qui est vraiment médiatisé, là, c'est ça. Ouais. Fait que c'est normal de s'inquiéter, mais je trouve qu'on peut plus utiliser cette situation-là pour ouvrir plus largement sur pourquoi ça nous interpelle autant et pourquoi le poids, c'est un des sujets qui revient tout le temps dans les discussions dans les médias, mais aussi avec nos proches puis l'environnement. C'est quoi les réponses à ces questions-là, Isabelle? Bien, en fait, c'est sûr que le poids, c'est pas quelque chose qu'on va changer du jour au lendemain dans les discussions parce que c'est très normalisé avec la culture des diètes et justement les valeurs grossophobes qu'on entretient en société. Fait que c'est sûr qu'on est en bout de chemin encore à travailler là-dessus. Mais quand on voit que quelqu'un a eu des changements au niveau du poids puis qu'on est proche de cette personne-là, c'est peut-être préférable de nommer son inquiétude par d'autres symptômes et non axés sur le poids. Parce que si quelqu'un vit des comportements de troubles alimentaires, bien, on va peut-être voir aussi de la fatigue, du stress, la personne peut-être s'isole plus, fait qu'on va plus axer sur ce qui est autour du poids versus son apparence en tant que telle. OK, parce que si tu pars... Parce que je pense que la majorité, je reprends l'exemple du cousin, là, que tu vois pas souvent, que je disais tantôt. Ça part juste d'un bon fond. C'est juste bienveillant au départ, mais ça peut être mal reçu par la personne qui reçoit cette question-là. On reprend cet exemple-là. Tu fais comment? Tu pars par où pour être soucieux, poser des questions? Parce que peut-être que ça va mordre, là, puis qu'on va dire, oui, si ça va pas, j'ai besoin d'aide, ou peut-être pas non plus, mais je fais comment si c'est pas sur le poids pour poser ma question à la personne à qui je remarque un changement?
Au contraire, je trouve que sans poser la question directement, on peut juste être ouvert à la personne. Plus on développe une relation avec quelqu'un, mais plus la personne a tendance à vouloir s'ouvrir envers nous puis parler quand ça va pas bien. Ouais. Fait que ça peut être juste de glisser un « comment ça va dernièrement ?» puis « hey, je suis là s'il y a quoi que ce soit ». Fait que juste ouvrir la porte et la personne va venir elle-même si elle est prête. Parce que si une personne vit réellement un trouble alimentaire, c'est difficile de s'ouvrir puis souvent, on veut pas nécessairement changer nos comportements parce que malheureusement, il y a une plus-value à perdre du poids dans la société. On le voit justement, on le commente ouvertement. Puis le risque, je pense qu'il faut comprendre aussi le risque sous le fait de dire à quelqu'un « tu as perdu du poids », c'est que ça peut être perçu vraiment positivement puis ça peut l'encourager dans ses comportements aussi. Fait qu'on veut éviter ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de discussions en collectivité sur la grossophobie puis les commentaires sur les gens en surpoids. Mais ça se peut-tu que le même chemin n'ait pas été fait dans l'autre sens pour les gens qui sont plus minces? Puis ça, c'est comme si, parce que aux yeux de la société, c'est comme un idéal à atteindre, ça, on peut en parler, alors que les gens en surpoids, ça, on s'est comme dit, OK, à la gang, on va faire attention, on n'en parlera plus. La progression n'a-t-elle pas été à la même vitesse pour les deux enjeux différents? Oui, j'ai l'impression que oui, mais tout ça s'explique aussi le fait justement que la minceur, elle est valorisée puis réalisée. Ouais. Fait que c'est sûr que là, les discussions de grossophobie ont pris plus d'ampleur parce qu'on veut défendre les gens qui vivent la discrimination au quotidien et non les personnes qui se prennent en société en minceur et qui n'ont pas ces commentaires-là non plus. Fait que c'est pour ça que les discours ont plus été de l'avant pour la grossophobie, mais en effet, on veut pas commencer à faire la même chose de l'autre bord non plus. Ouais. Puis c'est sûr qu'un poids, un corps, si c'est dans les extrêmes, c'est peut-être pas l'idéal. L'important, c'est d'essayer d'être dans son poids d'équilibre, c'est-à-dire, est-ce que je me sens en santé? Est-ce que j'ai assez d'énergie? Est-ce que je suis capable d'accomplir mes activités quotidiennes autant physiquement que cognitivement? Parce que être concentré au travail, à l'école et tout ça, c'est important aussi. Puis la santé globale va influencer ça. Fait que c'est toutes des réflexions à avoir qu'on peut discuter avec son médecin aussi ou aller chercher de l'aide là, si on a des inquiétudes pour soi-même. Mais oui, en société, on commence à s'attaquer vraiment à la maigreur. Mais c'est normal de s'inquiéter quand on voit des extrêmes. C'est juste la façon de l'aborder va être différente si c'est un proche et une personne publique. Puis je vous dirais que quand c'est une personne comme Ariana Grande, on peut garder les commentaires pour soi parce qu'elle les verra jamais, nos commentaires. Nous, ici au Québec, on commence sur ces Reels ou peu importe, mais nos proches vont les voir. Puis ça peut les affecter, eux, dans leur façon que nous, on aborde le poids. Je sais pas si vous le voyez à la maison, l'éclaircie, mais je me faisais la réflexion hier en lisant ce qui s'était dit sur elle. Dans l'imaginaire collectif, la personne en surpoids rêve d'être mince. C'est comme le standard qu'on a créé. Mm-hmm. Mais la personne qui est mince rêve pas d'être en surpoids. Je veux dire, oui, c'est d'une évidence, mais en même temps, je présume que ça pèse davantage sur les gens qui sont minces ou qui ont des enjeux par rapport à leur poids, malgré le stéréotype, les cases qui sont complétées, parce qu'eux se disent hey, « moi, j'ai ce que d'autres rêvent d'obtenir, donc je peux pas me sentir coupable, donc j'ai pas le droit de me sentir comme ça. » Est-ce que vous voyez des cas où des gens arrivent et disent « je devrais pas être malheureux, je devrais pas avoir de problème, mais j'en ai quand même ». Ça peut arriver, puis c'est vrai qu'on veut pas banaliser la souffrance d'une personne, au même principe qu'une personne riche peut vivre de la souffrance et de la dépression, autant qu'une personne qui stresse plus sur d'autres aspects. Fait que dans toutes les sphères de vie, oui, une personne qu'on peut voir, entre guillemets, en pouvoir, selon les standards, peut vivre la souffrance aussi, puis c'est pas négligeable. Il faudrait que la personne s'autorise à aller chercher de l'aide, même selon son apparence. Fait que je dirais que tout le monde peut être en souffrance, dans le fond, par rapport à son poids. Puis ça part de cette idée-là que être gros, c'est pas quelque chose qu'on souhaite atteindre. Ouais. Mais Elisabeth, dans le cas de quelqu'un comme Ariana Grande, il y a un enjeu de plus, c'est qu'il y a une influence globale. Parce que c'est une vedette internationale, suivie principalement par des jeunes filles. Ouais. Fait que ça donne une image qui est un peu... qui est un peu plus inquiétante que si c'est notre voisine, par exemple, qui présente cette image-là, tu sais, parce que justement, malheureusement, le public est fait comme ça. Là. On veut souvent imiter les gens qu'on admire. Mm-hmm. Fait qu'il y a un enjeu de plus pour en discuter comme on le fait là d'ailleurs. Là, tu sais, on n'aurait pas eu cette discussion-là si ça n'avait pas été de elle. Là, tu sais. Ouais. Fait que ça nous semble encore plus inquiétant quand c'est quelqu'un comme ça qui a des apparences un peu anorexiques ou maigres à outrance selon nos standards, mettons.
Je vous dirais que ça, c'est pas nouveau. Tu sais, si on va à quelques années dans les films et tout ça, on se comparait pareil. C'était plus les magazines à l'époque, mais la différence aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux sont complètement partout, puis c'est vraiment exacerbé, tous les commentaires, les critiques. Ouais. Fait que c'est ça la grande différence aussi de pourquoi ça prend plus d'ampleur en société, le corps et le poids. Puis bon, c'est ça, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de négativité, puis on s'encourage dans des trucs plus toxiques. Fait que c'est assez complexe de s'en départir. Donc oui, ça peut prendre plus d'ampleur, quelqu'un qui est aussi présent puis auprès de jeunes personnes qui l'idolâtrent là, puis qui veulent suivre dans ses traces. Fait que c'est important aussi d'être alerte à son entourage dans leur discours, dans leur comportement, si je parle en tant que parent, mais en tant que n'importe quel proche dans une famille, pour essayer de voir là, ces comportements-là avant que ça puisse s'envenimer. Est-ce que ça se peut que les réflexes anorexiques ou boulimiques soient devenus plus subtils, plus nuancés que l'époque où on disait quelqu'un d'anorexique boulimique va juste pas manger ou se faire vomir après avoir mangé? J'ai l'impression que justement que les réseaux sociaux, comme des façons de présenter des réflexes liés à l'anorexie ou la boulimie, sont présentés comme quasiment des réflexes de santé ou de bien-être. Mais au fond, si on les prend et on les décortique, là, c'est pile des habitudes anorexiques et boulimiques, mais qu'on phrase pas puis qu'on ne nomme pas ainsi. C'est une réalité qu'on voit plus en 2026. Vraiment. Ouais. Puis nous, à la Maison Éclaircie, on a beaucoup de gens qui viennent demander de l'aide puis qui nous disent d'emblée, je pense pas que je cadre, c'est pas si intense que ça, puis on les accepte dans nos services. Fait que oui, c'est à la base, il y a la culture des diètes qui met de l'avant la minceur, on veut pas être gros, mais il y a maintenant la culture du bien-être qui est comme une nouvelle forme de market, la culture des diètes, parce qu'on a bien vu que les gens en discutent, ils se réveillent, ils font des actions contre ça. Fait que là, comment on va faire notre argent dans cette culture-là? Faut modifier le discours. Prends soin de toi. Là. Exactement. Ça passe par là. Ça, il y a souvent de ça qui se glisse, puis des fois, oui, il y a des comportements de troubles alimentaires. As-tu des exemples de trucs que des gens, je veux pas identifier à des personnes, mais ils arrivent, ils pensent qu'ils n'ont pas des réflexes problématiques, puis c'en est, mais parce qu'ils sont présentés d'une certaine façon, justement, vers le bien-être, c'est pas bon pour eux. Tu as des exemples en tête? Bien, tout ce qui touche le fait de porter une grande attention, puis c'est ça, il y a une différence entre l'obsession puis la préoccupation. Si je suis préoccupée de mon alimentation, par exemple, parce que je veux manger sainement, je veux manger de façon équilibrée, c'est tout à fait sain. Bien sûr. Si ça devient obsessionnel, que je fais des décisions en fonction de ce que j'ai mangé tantôt, ce que je vais manger demain, est-ce que j'ai bougé, si on calcule notre horaire comme ça en essayant de faire des décisions alimentaires, bien, ça peut être plus obsessionnel puis ça peut être négatif. Qu'on culpabilise aussi. Parce que souvent, c'est ça, on va avoir des comportements, puis après ça, rapidement, la culpabilité va entrer en ligne de compte et les personnes vont se sentir très, très mal et coupables de ce qu'elles ont fait ou de ce qu'elles ont consommé ou pas. Là. C'est une bonne émotion à prendre en compte. Si on sent qu'on a de la culpabilité quand on fait ou on ne fait pas un comportement, ça peut être un petit drapeau. Là. On mentionne presque toujours ensemble anorexie et boulimie, mais si on a deux termes, ça doit pas être la même chose. Est-ce que tu peux nous séparer clairement qu'est-ce qui est un, puis qu'est-ce qui est l'autre, puis qu'est-ce qui est les deux? Oui. L'anorexie, c'est beaucoup axé sur la restriction alimentaire. Fait que c'est une personne qui va réduire ses portions, sauter des repas, etc. C'est vraiment la caractéristique clé. Ça se peut qu'il y ait d'autres comportements autour, comme faire beaucoup d'activités physiques, tout pour perdre du poids. Et en boulimie, ça peut varier. Ça peut être une personne qui saute des repas qui a de la restriction aussi, mais la personne peut aussi manger ses 3 repas par jour, par exemple, ce qui caractérise exactement. Puis c'est souvent précédé d'un excès alimentaire, un binge ou une orgie alimentaire, dépendamment des discours, où une personne mange beaucoup de quantité rapidement et ensuite va avoir une méthode compensatoire comme l'usage de produits amaigrissants, l'exercice intense, des vomissements, etc. Okay. Est-ce qu'on le voit moins, ça? J'ai l'impression que collectivement, on en a beaucoup parlé. Est-ce que tu vois ces deux phénomènes-là s'amoindrir ou pas vraiment avec le temps? Sont quand même équivalents, je dirais. J'ai l'impression que la boulimie est plus normalisée avec l'exercice physique parce qu'on va se donner, par exemple, l'idée d'un cheat day et après, je vais le compenser, je vais aller bouger plus le lendemain. Ouais. Ça, justement, ça tombe dans la culture du bien-être aussi, d'essayer de compenser. Fait que, on dirait que lui, il est peut-être plus normalisé versus quelqu'un qui ne mangera pas. On va plus le voir rapidement, puis on va se demander pourquoi tu manges pas. Fait que la boulimie, des fois, peut-être qu'elle passe plus sous le radar, mais les deux, nous, on les voit tout autant là, à la Maison Éclaircie. Les gens que vous recevez, ils agissent comme ça pour qui? Aux yeux de qui ils veulent répondre? Au standard de qui ils veulent répondre? Parce que, tu vas peut-être me trouver vraiment pas fin, là, mais la saga Ariana Grande, là, ce sont essentiellement des jeunes femmes qui reprochent à Ariana Grande d'avoir perdu du poids. C'est pas des messieurs de 58 ans. Parce que c'est confrontant. Parce que c'est confrontant, parce que c'est ces femmes-là qui sont son public cible aussi. Mais ce sont des femmes qui sont très dures envers une femme. Mm-hmm. Au regard de qui veulent répondre les personnes qui se rendent là?
Souvent, on a l'impression que c'est pour le regard des autres, puis ça fait partie de comportement de trouble alimentaire, de vouloir changer son apparence pour les autres, mais plus souvent qu'autre chose, ça répond à une faible estime de soi, un besoin interne d'être validé, d'être accepté, d'être aimé. Fait qu'on pense que l'apparence va aider ça, puis c'est pas nécessairement le cas, mais en même temps, ça a un impact dans la société parce qu'on a une vision très culture des diètes et grossophobe, fait que ça a un impact. Donc, le premier regard, c'est le sien, son propre regard. Oui, il y a quelque chose de plus profond, là. C'est pas juste paraître d'une certaine façon. Une des pubs marquantes qui avait été lancée il y a quelques années, là, c'était justement une jeune femme qui se regardait dans le miroir, puis elle était rachitique, la vraie personne, puis dans le miroir, elle se voyait grosse. Fait que ça répond un peu à ton questionnement. La première dysmorphie, c'est nous par rapport à nous. Là. Mais ça, je posais la question. Puis Marie, je t'en ai parlé, je te laisse aller après, excuse, mais je veux juste finir ma réflexion par rapport à ça. Je te disais, je suis content de ne pas être une fille de mon âge parce qu'on dirait que si tu portes pas un maillot de G-string, t'es pas en mode. C'est ancien. Ou si tu vas pas t'entraîner au gym avec des petits leggings courts qui montent bien haut puis qui bombent les fesses, puis le beau top serré qui fait qui monte la poitrine, t'es pas in, t'es pas en mode. Fait que je me dis des fois, entre autres chez les femmes, la mode pour les femmes, le regard que portent les femmes envers elles-mêmes, je le trouve dur en sapristi. Dans une période où, by the way, on se dit plus ouvert, plus tolérant, des fois, j'ai l'impression qu'entre femmes, à proprement dit, il y a comme pas une compétition, je pense pas que ce serait le bon mot, mais il y a un contexte qui fait que si tu réponds pas à X, Y, Z, exact, t'es à l'extérieur, il y a un jugement. Puis le cas Ariana Grande me semble un peu ça, des filles qui se regardent entre eux puis qui se redescendent au lieu de s'aider. Pour moi, c'est dur à comprendre et à imaginer. Mais tu disais, c'est juste des femmes qui font des commentaires. Mettons, j'ai fait de la télé pendant 15 ans. Tous les commentaires Ouais. qui me disaient « Ah, vous êtes plus grosse à la télé, ou vous êtes moins grosse en personne, ou vous êtes... » Puis il y en a eu beaucoup, là. Ça venait que des femmes. Puis 2022, j'ai été malade. J'ai perdu du poids avant d'avoir le cancer. Là. J'ai été malade, j'ai perdu du poids beaucoup cette année-là. Et ce qu'on me disait, les commentaires qu'on m'envoyait, c'est « Ça vous fait bien? C'est quoi votre truc? Qu'est-ce que vous avez fait pour perdre du poids? Pouvez-vous me donner votre recette? » Et t'étais malade. Mais j'étais pas bien. Vraiment pas bien. Puis je me souviens d'avoir publié un texte sur mes réseaux sociaux à l'époque pour parler de ça en disant « Voyons donc, là, vous êtes en train de me... » Moi, je les aimais, mes formes, mettons, avant ça. Là, je suis rendue maigre. Je suis pas bien dans ma peau. Je suis malade. Mais vous êtes en train de me faire croire que c'est comme ça que je devrais être. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il y a cette pression aussi de... Ben, la personne va maigrir, fait que ce qu'elle va recevoir comme commentaire, c'est « Hey, t'es donc bien belle. Hey, ça te fait bien. T'as perdu du poids. Wow! » Alors que ça devrait jamais être ça. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt. Les messages préoccupants peuvent laisser des cicatrices tout autant que les messages positifs, comme ceux qui citent Marie-Christine. Vous le voyez, ça aussi. Quelqu'un qui arrive chez vous et qui vous dit « Mais on m'a jamais autant complimenté depuis que... » Exactement. Vous devez l'entendre à tous les semaines, ça. Oui. D'où pourquoi c'est difficile aussi d'aller chercher de l'aide quand on vit un trouble alimentaire. Parce que tu penses que ça va bien. Puis il y a beaucoup d'ambivalence parce que pourquoi s'en départir? C'est ça qu'on reçoit positif, aussi. Oui, c'est ça. Ça rend tout complexe. Là. Avec ce que Nico disait, puis la popularité de Ozempic, puis on ne juge pas les gens qui en prennent, mais je présume que dans votre métier, dans votre réalité, c'est appelé à juste continuer. Le combat par rapport à son image personnelle, corporelle, va pas aller en s'améliorant avec cet outil-là qui devient très populaire soudainement. Mais c'est sûr, ça a un impact parce qu'on dirait, ça devrait vraiment pas être le cas, là, mais le corps humain est une mode. Justement, il y a pas longtemps, c'était plus les formes, c'était beaucoup aller au gym. Puis là, on dirait qu'on a un retour à la minceur des années 2000. Fait qu'il y a une roue qui tourne. Puis c'est sûr que là, ça, on dirait que ça a un impact sur cette vision-là. Puis le fait que ça revient à la mode, entre guillemets, ce qui est complètement ridicule. Là. Tout à fait. Tu sais, je te parlais de traumatisme d'adolescence il y a quelques jours quand on parlait de ça, cette mode-là de gilet bédaine, de pantalons trop courts, puis tu sais, j'étais pas bien à l'époque là-dedans, je le serai pas plus à 40 ans, mais c'est une roue qui tourne. Puis tu sais, les pantalons amples, dans 10 ans, ça risque d'être ça qui va être à la mode avec tu sais, les oversize, puis
Mais c'est malheureux parce qu'effectivement, après ça stigmatise un peu les gens qui sont peut-être pas bien dans ces vêtements-là, qui sont pas à l'aise, peu importe le corps. Là. Élisabeth, si on a besoin de vos ressources, on se tourne comment vers vous? On vous appelle, site web, on se présente. Comment ça fonctionne à la Maison L'Éclaircie? On peut nous contacter par notre numéro de téléphone ou par notre lavardage qui est disponible sur le site Internet pour faire un premier contact puis faire un formulaire de demande d'aide. Pour la suite, on va vous accompagner. Et on offre aussi de l'aide pour les proches. Ça, c'est important de le mentionner. Okay. Fait que les gens autour qui ont des inquiétudes pour leur enfant, leur soeur, leur ami, peu importe, on peut aussi les accompagner pour les outiller puis les conseiller à comment agir là-dedans, justement. Merci, Elisabeth, pour la discussion. Merci d'être venue nous voir. C'est vraiment apprécié. Elisabeth Nolan, Nolan, pardon. J'ai dit que je ferais pas ça, puis là, je l'ai fait. Nolan, je m'excuse. Intervenante et agente des communications à la Maison L'Éclaircie. Courte pause.